Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du mardi 23 février. Voici les titres. La venue ce matin de Marc Guillaume dans les Yvelines, le préfet de la région Île-de-France s'est rendu au moulin de Saint-Cyr-l'École et à l'École nationale supérieure de l'architecture de Versailles. Des visites dans le cadre du plan France Relance de 100 milliards d'euros lancé par le gouvernement. Les élections à la présidence de la Fédération française de cyclisme approchent. L'Assemblée générale doit se tenir samedi prochain au siège de l'instance à Montigny-le-Bretonneux. Deux candidats, Michel Callot, président sortant, et l'ancien sélectionneur Cyril Guimard. Scrutin au sein d'une fédération frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Nous en parlons avec nos invités, représentants de clubs locaux yvelinois. Et puis l'information a été révélée hier, les Daft Punk se séparent après 28 ans de carrière. L'occasion de revenir sur cette rumeur folle, celle de la prétendue origine versaillaise du duo pionnier de la French Touch. Une fake news que nous décortiquons à la fin de cette édition. Et nous prendrons également un peu de hauteur dans ce journal, direction les arbres pour un parcours d'acrobranche à Saint-Germain-en-Laye. Le préfet de la région Île-de-France s'est donc rendu ce matin à Saint-Cyr-l'École puis à Versailles. Marc Guillaume a visité deux projets soutenus dans le cadre du plan France Relance du gouvernement. Le reportage de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'illustration de l'engagement de l'État pour la restauration du patrimoine, des investissements du plan France Relance engagés dans deux projets, l'aménagement autour du moulin de Saint-Cyr-l'École après sa destruction et la rénovation de l'École nationale de l'architecture à Versailles, l'objet du double déplacement du préfet de région d'Île-de-France, Marc Guillaume. Ce qui est commun en revanche aux deux sites, c'est l'impact du plan de relance, arriver à mobiliser d'un côté avec le conseil régional, le conseil départemental, l'intercommunalité, 9 millions d'euros pour faire ces travaux sur cette ancienne minoterie, et ici dégager près de 30 millions d'euros pour arriver à moderniser l'école d'architecture. La démolition du moulin de Saint-Cyr-l'École va permettre la construction d'un parking, un aménagement à proximité de l'allée royale de Villepreux, le nom d'un arrêt sur la future ligne 13 du tramway entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École. Tout cela alors que les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris en 2024 se tiendront ici. Les jeux seront ici, et nous on se retrouve aujourd'hui devant la grille, et là c'est l'allée qui est derrière nous, qui est en train d'être reproduite. Une allée qui prolongeait le tapis vert et le grand canal du parc du château de Versailles sur 4 km à travers la plaine de Versailles. Là il s'agit d'en replanter 800 mètres entre la sortie du parc et l'autoroute A12. On a déjà replanté 140 ormes, on va encore en planter 300 l'automne prochain, et le reste sera planté l'année suivante. Du côté de l'École nationale supérieure de l'architecture, en face du château de Versailles, la toiture et les huisseries vont faire peau neuve. 3 tranches de travaux menées en même temps jusqu'en 2022. Les huisseries sont en très mauvais état, elles n'ont pas été reprises depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de fuites dans les toitures, beaucoup de chéneaux bouchés. Il y aura également dans ce projet une partie de rénovation énergétique qui nous permettra de faire des économies très substantielles. En complément de cette restauration, l'école recherche des mécènes privés pour restaurer la façade de l'établissement. Dans l'actualité, cette action anti-gaspillage et solidaire lancée par Poissy aujourd'hui, une fois par semaine, la ville va remettre aux 147 étudiants de la résidence Geneviève Brousset des denrées alimentaires. Elles proviennent des écoles de la commune. Il s'agit de produits qui n'ont pas été utilisés pour les goûter des jeunes Pissiaquais, et des fruits, des biscuits, des jus en briques, du lait et des yaourts. À Poissy, les entreprises Elior et Pro et compagnie, qui a fourni un frigo, se sont jointes à cette mobilisation qui aura lieu chaque mardi sur place. On écoute ces propos recueillis par Astrid Bergère. Le fait de leur apporter des denrées alimentaires non périssables avec un partenaire de la ville de Poissy qui est Elior, donc qui provient des repas et des goûters dans nos écoles élémentaires et nos écoles primaires, va dans le bon sens. Cette opération va durer jusqu'aux vacances scolaires de juillet, d'été. Et si c'est effectif, si ça porte ses fruits, si on a encore des denrées et que tout se passe bien, on le remettra en place pour l'année scolaire prochaine. Et voilà, tant qu'on pourra, de façon à aider les étudiants. Parce qu'effectivement, l'argent qu'ils ne mettent pas dans la nourriture, ils peuvent le mettre dans leur loyer, dans leurs études et peut-être dans les loisirs aussi parce qu'ils ont besoin de vivre. Avec la crise sanitaire, la précarité s'est creusée chez les étudiants. Près de 20% d'entre eux vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
On ouvre une page sport à présent dans ce journal. L'Assemblée générale de la Fédération française de cyclisme sera organisée ce samedi 27 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, l'élection du président pour les 4 prochaines années. Mickaël Elmidoro est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste sport de la rédaction de TV 78. Qui se présentera pour cette élection ? Alors, le cyclisme français va devoir trancher entre deux hommes, deux personnalités, Michel Callot et Cyril Guimard. On va commencer par le premier. Michel Callot, 54 ans, est en poste depuis le 11 mars 2017. Il a pris la suite de David Lapartien, parti à l'Union cycliste internationale, l'UCI. Cet ancien coureur de première catégorie amateur sera le grand favori de ce rendez-vous. Il briguera donc un second mandat de 4 ans. On l'écoute, nous l'avons rencontré le week-end dernier sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Je pense que 4 ans pour animer une fédération de la taille de la Fédération française de cyclisme et vraiment pouvoir dérouler un projet, c'est court. Donc j'ai toujours eu dans l'idée de plutôt m'orienter vers 2 mandats. Et puis il est survenu quand même cette année 2020 avec la crise sanitaire qui a bloqué bon nombre de projets. Et c'est aussi une frustration de ne pas pouvoir les mener à leur terme sans faire un deuxième mandat. Ça serait effectivement dommage. Alors son programme tourne autour de l'aide envers les clubs cyclistes dans l'après-crise et également les 2 Olympiades, Tokyo et Paris. Des rendez-vous, il faudra ramener des médailles, Grégory. Il sera donc opposé à Cyril Guimard. Alors Cyril Guimard, un vrai personnage, celui que l'on surnomme le druide, à 74 ans. C'est un ancien coureur cycliste français avec plusieurs Tours de France à son actif. Il était très doué dans les sprints. Il a également gagné 7 Tours de France en tant que directeur sportif avec les équipes Gitane et Renault dans les années 70 et 80 avec des Bernard Hinault et Laurent Fignon. Il est aujourd'hui commentateur sportif. Pour ses élections, il prône notamment une nouvelle politique de formation de haut niveau. Il voudrait notamment détecter les champions à très tôt, dès 8 ans. On écoute sa vision sur la formation. Toute notre formation, tout notre développement dans les classes jeunes, il faut le remettre en cause. Vous prenez le cyclocross, on est à la rue. Vous prenez la piste, on est à la rue. Il n'y a que le VTT où on surnage un petit peu. Donc quand on regarde ça et que vous avez les Jeux Olympiques en 2024, je crois qu'à un moment, il faut essayer de se poser les bonnes questions. On ne détient pas la vérité, bien sûr, mais il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour que nous aussi, on ait des champions au même âge que les autres pays ? Et ces élections s'annoncent particulièrement mouvementées. Cyril Guimard et l'association Prends Marou ont annoncé ces dernières heures qu'ils avaient déposé des recours auprès du CNOSF afin de dénoncer des irrégularités dans ces élections. Pour l'heure, l'élection de ce samedi n'est pas remise en cause. Elle se déroulera bien au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Mickaël pour ces précisions. Et pour parler de ce sujet, justement, avec nous à présent 2 invités en plateau. Daniel Gagne, bonsoir. Bonsoir. Président de la section compétition du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, le VCMB, et en visioconférence Christophe Touzeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau du Vélo Club d'Elancourt Saint-Quentin en Yvelines, le VCE Sky Team Vousser. Déjà un premier tour de parole, on va commencer avec vous, Daniel Gagne. On imagine que c'est une élection que vous suivez avec attention. Je fais plus que la suivre, puisque je serai un des 5 représentants d'Île-de-France pour voter. D'accord. Et pour vous, Christophe Touzeau, on imagine aussi que c'est suivi avec attention du côté du club du VCE Sky ? Oui, avec attention, surtout que nous, on vient d'organiser ce week-end et grâce à la FFC, on a pu sortir une course pendant une bonne journée avec une semaine de préparation quand même. Vous avez organisé effectivement les championnats de France de cyclocross, on va y revenir dans cette interview. Sans nous dire pour qui va votre préférence, là n'est pas la question. Quels sont à votre avis les enjeux sur le prochain mandat ? De quoi faut-il parler pour ce prochain mandat à la Fédération française de cyclisme ? Déjà, quand Michel Callot a pris la présidence, il y avait une situation financière catastrophique. Donc déjà, il a eu beaucoup de mal à redresser la barre. Aujourd'hui, ils ont une situation qui est enviable, disons, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut qu'ils ont un peu de moyens, il faut qu'ils développent leurs idées au niveau du sportif, chose qu'ils n'ont pas encore faite. Votre avis, Christophe Touzeau, peut-être sur des sujets aussi qui concernent directement les clubs yvelinois ? C'est-à-dire qu'il vient d'être élu il y a 4 ans, c'est ça, 2017. C'est ça. Avec une année 2020 très particulière, 2021 qui s'annonce pas bien non plus. Donc les projets qu'il avait à mener, je pense que sont très difficiles à mener en ce moment. Et si une deuxième réélection pour lui, je pense que c'est
une bonne continuité dans ce qu'il a commencé depuis 4 ans. Justement, vous le dites, une année 2020 particulière où la Fédération française de cyclisme, à l'image aussi des autres disciplines, a été frappée de plein fouet par cette crise sanitaire. 8800 licenciés en moins, soit une baisse de 7,5% sur l'année. Est-ce que cette perte s'est aussi ressentie dans votre club, Christophe Touzeau ? Oui, bien sûr, on a perdu un peu de coureurs au sein du club, je pense comme tous les clubs, comme tous les sports d'ailleurs, de toute façon, dans toutes disciplines confondues. L'année 2020 a bien ralenti les inscriptions. 2021, tout le monde est un peu en attente. Je pense que 2021 va être compliqué, 2022, en espérant que ça se relance et que les inscriptions reviennent à nouveau, que les gens puissent se faire plaisir sur les entraînements, aussi bien sur les courses, quoi. On est à combien de licenciés à peu près sur le VCE Sky ? On doit être à peu près à 85 là. Très bien. Et vous savez combien vous avez perdu de licenciés justement ? J'aurais pas les chiffres exacts, mais là, cette année on a dû perdre une dizaine de licenciés qui n'ont pas renouvelé, et je pense qu'ils n'ont même pas renouvelé dans d'autres clubs non plus. Donc c'est vraiment une perte sèche. Voilà. Situation similaire aussi du côté du VCMB ? C'est similaire. Bon, l'année dernière on était 94. Grosso modo, on perd chaque année à peu près 25 licenciés qui ne renouvellent pas, et on a à peu près 25 à 30 nouveaux. Or, cette année, on a eu 15 nouveaux pour 30 qui n'ont pas renouvelé. Et sur ceux dont on est sûr qu'ils vont reprendre une licence, j'en ai encore 20 qui attendent. D'accord. Donc un contexte, on l'a compris, forcément compliqué. On est d'ailleurs passé d'un premier confinement où finalement rien n'était possible en termes d'entraînement à des entraînements qui ont repris progressivement. Comment vous êtes, vous, adapté justement à la crise sanitaire pour permettre une continuité de vos activités, Daniel Gagne ? C'est compliqué parce que, bon, au niveau des jeunes, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème parce qu'on n'a pas de limitation au niveau des jeunes. Par contre, au niveau des adultes, là, c'est compliqué. J'ai des dimanches matins où je suis obligé de faire 4 groupes différents. Et couvrir 4 groupes différents, ça me pose un problème. On va parler dans un instant des championnats de France de cyclocross, mais est-ce que les compétitions sont à l'arrêt du coup aussi pour le moment, normalement elles doivent démarrer le 1er mars. Alors, on fait comme si, mais je doute qu'elles aient lieu. Alors il y a des courses où les engagements se sont ouverts aujourd'hui au 7 mars par exemple, à Satori, mais ça m'étonnerait qu'elle ait lieu. Le Grand Prix de Montigny-Bretonneux, par exemple, qui doit avoir lieu fin mars. On ne sait pas. J'attends la réponse de la mairie, parce que là, ça dépend en priorité de la mairie. Mais nous, c'est le dernier dimanche de mars, donc on a un peu plus de temps. Mais je serais étonné que les compétitions reprennent avant le mois d'avril. Oui, toujours des incertitudes, on l'a compris. Alors justement, pour le VCE Sky, le week-end dernier, le club a co-organisé avec la FFC les championnats de France de cyclocross pour les catégories cadet, junior et master. C'était à huis clos, on le précise, à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une jauge de 500 personnes jour sur cet événement. Le bilan que vous dressez, il est plutôt positif ? Pour nous, il est plutôt positif. Une course qu'on a pris, en fait, la FFC nous a sollicité, Thierry Fabre, il y a à peu près 5 semaines. On s'est allié avec d'autres clubs comme les VC Les Mureaux et l'US Métro pour pouvoir organiser au mieux cette organisation et avoir quelque chose de bien ferme, hermétique, et ne pas avoir les problèmes qu'on nous met avec la crise sanitaire. Ça s'est très bien déroulé. On a quand même réussi à avoir 550 coureurs à répartir sur toute la journée. Donc avec les mesures qui en fallait, on a vraiment tout bouclé pour éviter d'avoir les spectateurs sur le circuit, malheureusement, juste le personnel qui en avait besoin. Et tout s'est passé super bien, et la FFC était très ravie d'avoir pu sauver pour les jeunes au moins un championnat de France, surtout pour les cadets et les juniors, et bien sûr aussi pour les masters. Est-ce que c'est la preuve finalement que en s'organisant, en préconisant des mesures barrières aussi sur ces compétitions, on peut organiser des événements avec quand même ces conditions barrières ? Tout à fait. Le fait d'être en extérieur, déjà, ça pose nettement moins de problèmes que d'être en intérieur. Et les clubs sont capables, alors je parle pour des gros clubs, s'entourer d'autres clubs capables d'organiser des courses avec tout ce qui est règlement sanitaire autour, et de protéger au mieux les coureurs. Et malheureusement, ils seront tous à huis clos, c'est sûr, mais au moins qu'ils puissent accrocher un dossard pour se faire plaisir et renouer avec la compétition. Oui.
On va suivre la suite des événements avec attention, voir si peut-être d'autres compétitions pourraient être organisées à l'avenir. Merci à vous deux. Daniel Gagne en plateau, je rappelle, président de la section compétition au Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux. Et merci également à Christophe Touzeau qui est avec nous par visioconférence, membre du bureau du Vélo Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines. Merci. En cette période de vacances scolaires, il fallait trouver des activités en extérieur pour occuper les enfants. À Saint-Germain-en-Laye, par exemple, le parc d'Acrobranche a rouvert depuis la mi-février, direction la Cime des Arbres, avec Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude. Avec un beau soleil samedi 20 février, l'Acrocamp de Saint-Germain-en-Laye a fait carton plein. Presque toutes les places étaient réservées la veille, c'est-à-dire plus de 200. 7 parcours d'Acrobranche y sont disponibles. Il y en a pour tous les goûts. En fait, quand vous venez ici, on vous répartit sur les parcours en fonction de votre taille et de votre personnalité. Si vous êtes plutôt craintif, plutôt à l'aise ou plutôt téméraire, comme on dit, on vous est accompagné du début jusqu'à la fin dans le choix des parcours, dans l'initiation sur les parcours d'entraînement et dans les différentes activités qu'on propose ici. Le parc est récent, il a été ouvert en 2019. L'Acrobranche n'est pas la seule activité possible sur le site. On essaie de s'inscrire dans une démarche éco-responsable, donc on propose des courses d'orientation, des jeux sur le thème de la nature, anniversaire, team building et stages qui peuvent durer de 2 jours à 1 semaine. Le parc est accessible à tous, ces activités en extérieur permettent de se retrouver entre amis ou en famille. Vu que les restos sont fermés et les bars sont fermés, on s'est dit que c'était la seule activité possible à faire en plein air. On voulait réserver en fait finalement ce matin, mais c'était au complet. Donc on s'est dit qu'on passerait tout simplement sur site directement. Voir s'il y avait de la place et au final, on est bien tombé. On a l'impression d'être libre dans l'air, chose qu'on n'est pas sur Terre aujourd'hui. Donc le fait d'être dans l'air, c'est bien, on s'en libéré de tout ce qu'on vit actuellement, donc ça fait du bien au mental. Le parc ouvrira plutôt cette semaine à 10h pour accueillir davantage de clients. Et pour refermer ce journal, j'accueille Éléonore Sinoquet de la rédaction de TV78. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler musique. Des rumeurs, il y en a eu pendant les 28 ans de carrière de Daft Punk, mais cette fois-ci, l'annonce est bien réelle. Le groupe français de musique électronique le plus célèbre au monde a annoncé sa séparation hier lundi. Alors parmi les rumeurs les plus célèbres, celle d'un duo casqué qui viendrait de Versailles pour les Daft Punk. Est-ce réellement le cas, Éléonore ? Non, pas du tout, Grégory. Les Daft Punk ne sont malheureusement pas originaires de Versailles. On aurait pourtant été Get Lucky qu'ils soient yvelinois. Et comme ils sont évidemment inimitables, le duo a annoncé sa séparation en grande pompe. Il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Ces images titrées Épilogue montrent l'un des 2 hommes robots se faisant sauter sous les yeux de l'autre. De leur vrai nom, Thomas Bangalter, 46 ans, et Guy Manuel de Homem Christo, 47 ans, sont, vous l'avez rappelé Grégory, connus around the world. Et donc, Ce sont même les Français les plus connus du monde en musique électronique. Et donc vous le confirmez, ils ne sont pas de chez nous ? Non, cette rumeur leur a collé à la peau pendant des années et l'on pouvait facilement, en vrai dire, se faire duper. D'abord par Wikipédia, moteur de recherche où tout le monde peut se créer une fiche d'information. Alors pas sur la fiche des Daft Punk, mais sur celle du lycée Hoche à Versailles. Ils y figuraient comme anciens élèves, mais ce n'est pas du tout le cas. En revanche, Daft Punk connaît certains membres du groupe français Phoenix, par exemple, qui, eux, ont bien étudié au lycée Hoche. Ils font d'ailleurs tous partie du courant musical la French Touch, avec le groupe R, également originaire de Versailles. Et d'ailleurs, dans une interview au magazine Télérama en 2013, Thomas Bangalter déclarait, je cite, « Et puisqu'on parle de Wikipédia, si vous pouviez préciser que nous ne sommes absolument pas de Versailles, j'ai dû y mettre les pieds 4 fois dans ma vie. » Et ensuite, Éléonore, c'est aussi une histoire de localisation d'entreprise qui a pu tromper son monde. Un petit peu, tout à fait. Le duo casqué posséderait 2 entreprises, Daft Music et Daft Tracks, et ils sont situés, je vous le donne en mille, 9 rue de Versailles. Sauf que cette rue, elle est située à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Enfin, ce qui pourrait une nouvelle fois tromper, bien que tout de même très alambiqué, le réalisateur du clip de leur fameuse chanson Around the World, qu'on a entendu juste à l'instant, Michel Gondry, est lui-même originaire de Versailles. Donc Grégory, one more time, non, Daft Punk n'est pas originaire de Versailles. One more time.
Merci Éléonore pour cette fin de journal en musique. S'il n'y avait une dernière chose à dire, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on leur souhaite pour leurs futurs projets. Voilà, c'est en musique que l'on referme ce journal. Merci Éléonore, merci de votre fidélité. Dans un instant, le 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Quant au journal de la rédaction, il revient dès demain mercredi pour une nouvelle édition et vous retrouverez pour la suite de la semaine à la présentation Éléonore Sinoquier. Belle soirée avec TV78.